Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des puissances, des pays qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant belligérants, quoiqu'ils ne sont pas déclarés? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Nous ne savons pas. Donc, ce qui serait mieux, c'est que au plus vite possible, que cette solidarité-là, au lieu de pousser toujours, d'instiguer à la guerre, qu'on arrête cette guerre en Ukraine par les négociations et qu'on tente de mettre en place un système assez équilibré, pas un système international qui est toujours dépendant d'un nombre très restreint de puissances. Bonjour, docteur Bétuel Matili. Bonjour, monsieur Christian Perrin. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Vous êtes professeur de géopolitique et des Sciences Po à l'université Jean Długosz en Pologne. Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue sur ce plateau. C'est moi. Merci. Je vous en prie. Bonjour, bonsoir à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir encore choisi Télar TV. Vous êtes bien dans l'émission Droit du savoir. Je suis Christian Perrin, à mes côtés, Loriquet. C'est avec elle que nous allons co-animer ce numéro. Nous allons parler donc de l'actualité liée à l'Ukraine. Bonjour, Loriquet. Bonjour, Christian. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi-même? Je vais très bien, merci. Loriquet, de quoi allons-nous parler? C'est vrai que j'ai annoncé l'Ukraine, l'actualité qui est brûlante d'ailleurs, mais quels sont les volets que nous allons privilégier aujourd'hui? Alors, dans cette émission, nous aborderons les questions de géopolitique ainsi que les conséquences de ce conflit sur les États africains. Merci. Voilà pourquoi nous avons donc sur ce plateau le docteur Bétuel Matili qui va nous éclairer sur la situation. Loriquet, on peut donc démarrer. Il faut retenir, Christian, que cette crise a démarré très exactement le jeudi 24 février 2022. Voilà donc bientôt plus d'un mois que cette crise, ce conflit, bat son plein. Et on ne semble pas encore sorti de l'auberge. Bonjour, docteur Bétuel Matili. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, madame Loriquet. On va démarrer cette émission avec le contexte de ce conflit ainsi que les causes réelles. Qu'en est-il, monsieur Matili? Disons que pour comprendre la situation en Ukraine, il faut commencer par comprendre ce que nous appelons les enjeux géopolitiques. Bien des théories de la géopolitique montrent que la région de l'Ukraine et toute la région que nous appelons aujourd'hui l'Eurasie est très stratégique en ce qui concerne, disons, la domination sur le monde. La domination. Il y a des théoriciens que nous appelons par exemple comme Mackinder, Mahan Alfred, et puis plus tard Spikeman, les classiques que nous connaissons. Tous, en tout cas, ils voient que toute cette région-là, elle est très stratégique en ce qui concerne justement ce que nous appelons la domination sur le monde, c'est tout. Pourquoi on parle de la domination du monde? Parce que le plus souvent, les États, les grandes puissances ont toujours une tendance à aller vers l'expansionnisme. En tout cas, c'est beaucoup dire. Vous savez que, par exemple, Mackinder trouve, juste pour preuve, que si un pays ou une puissance a du pouvoir, a le pouvoir sur l'Europe de l'Est et centrale, donc celui-là a au moins le pouvoir sur ce que nous appelons aujourd'hui le cœur de l'Eurasie. Si on a le pouvoir sur le cœur de l'Eurasie, c'est-à-dire si on contrôle le cœur de l'Eurasie, il a le pouvoir sur l'île du monde, donc sur l'Europe, sur l'Asie, et y compris l'Afrique, puisque la théorie est sortie au moment où l'Afrique était toute dépendante encore des puissances européennes. Il n'était pas décolonisé. Donc, or, celui qui a le pouvoir sur l'île du monde, il a le pouvoir sur le monde entier, tout en négligeant justement les États-Unis d'Amérique.
ne fût-ce que cela nous montre que dans cette idée, dans cette théorie géopolitique, il y a toujours une idée de domination. Pour ne pas arriver à cela, il faudrait que les États se comprennent. Il faudrait qu'on établisse un certain ordre équitable, par exemple, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Maintenant, pour trouver les causes directes, je m'arrête par là. Pourquoi? Parce qu'en nous parlons par exemple de Spikeman, lui, c'est lui qui avait trouvé que cette théorie de Mackinder est très, très dangereuse. Pour la simple raison que c'est une théorie qui crée toujours une relation intime entre la Russie et l'Allemagne. Alors que c'est une relation qui pourrait faire que ces deux pays-là pourraient dominer l'Europe et marginaliser les États-Unis d'Amérique. Et voilà pourquoi Spikeman avait créé une autre théorie, je vais m'arrêter par là, pour dire que pour empêcher justement que le communisme aille plus loin, que la Russie puisse avoir du pouvoir sur le reste du monde, il a fallu créer des ceintures de sécurité. C'est là que nous avons vu l'apparition de l'OTAN en 1949 comme étant une ceinture de sécurité partant de la Norvège jusqu'au Pacifique. On avait vu aussi d'autres organisations comme l'ANZUS, qui était purement une ceinture de sécurité au Pacifique. Donc, c'était l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique. On a pu aussi observer ce que nous avions appelé dans le temps le pacte de Bagdad, où effectivement les grandes puissances aujourd'hui en dehors de la Russie y étaient là-dedans. Donc la Grande-Bretagne surtout, qui sont, et les États-Unis d'Amérique qui sont des puissances maritimes. Donc vous voyez à peu près, même quand on prend le contexte économique, des organisations comme l'ASEAN, a été créé dans le même sens pour que la Russie soviétique ne puisse pas avoir le pouvoir plus loin que là où elle était. Bon, donc, alors mais docteur, oui, évidemment, je crois que nous avons compris le temps si nous tient. Alors, le conflit, il est déjà là, mais est-ce qu'il n'était pas évitable? Sinon, pourquoi on a laissé faire? Pourquoi la communauté internationale a laissé faire? On pouvait bien éviter ce conflit parce que les causes de ce conflit, on peut les retrouver depuis ce que nous avons appelé la dislocation, si tout le monde l'accepte, de l'URSS. Puisque pendant la guerre froide, il y avait deux blocs bien précis. Il y a le bloc socialiste qui avait pour leader l'Union soviétique, la Russie, et il y a aussi le bloc qu'ils appelaient en ce moment-là capitaliste. À la tête, il y avait les États-Unis d'Amérique. Donc, la guerre froide plaçait les deux camps en opposition. C'est ce que nous appelons qu'il a existé un monde bipolaire. Donc, il y avait une lutte. Mais quand l'Union soviétique a cessé d'exister, ce qui était attendu dans le monde entier, et sûrement qui était attendu de la Russie, c'est que comme le pacte de Varsovie, qui était un pacte militaire, a disparu, et la même chose devait se passer pour l'OTAN. Oui, mais docteur, après, à un moment donné, on nous a parlé des accords de Minsk, et là, beaucoup sont revenus là-dessus, dans un passé pas assez lointain. Je crois que c'est dans les années 2014, si je me trompe. On parle de plus en plus des accords de Minsk. Que disent ces accords et pourquoi on n'a pas respecté ces accords? Bon, quant aux premiers accords, par exemple ceux de Minsk, qui établissaient, disons, ce qu'on appelle la communauté des États indépendants, devaient garantir le fait que les pays qui étaient dans l'ancienne Union soviétique pouvaient se développer, mais sans intégrer ce qu'on appelle des alliances militaires. Ils pouvaient se développer et en même temps avoir une bonne coopération avec la Russie. Et il était aussi prévu, en réalité, puisque Gorbatchev qui vit encore, il est en Russie, que l'OTAN ne devrait pas s'élargir jusqu'à l'Europe de l'Est. Donc, ces pays-là devaient être libres. Bon, mais
ce n'est pas le cas. Nous voyons que nous, notre pays ici, puisque je suis en Pologne, nous avions été parmi les premiers de cet ancien bloc à appartenir à l'OTAN en 1999. Bon, il y a eu des étapes, bien sûr, mais on n'est pas là pour… Docteur Mathily, oui. à vous entendre, cette crise, ce conflit était évitable. Mais que veut réellement la Russie alors? Bon, que veut la Russie? La Russie ne veut pas que l'OTAN s'approche de ses frontières, ce que la Russie a toujours déclaré. Hein, puisque que la Russie est consciente que l'OTAN était créée pas seulement pour établir la paix dans le monde, mais c'est avant tout comme étant une alliance qui était contre l'alliance militaire contre la Russie soviétique. Donc, c'est normal qu'après avoir s'être entendu sur le fait qu'il faut que l'Union soviétique ne va plus exister, mais que le pacte de Varsovie n'existe plus, que l'OTAN aussi devait se retirer. Donc, il ne devrait plus exister l'OTAN. Donc, on devrait rester maintenant dans un monde de paix où il devrait être multipolaire. Et puis, bon, la paix existerait dans le monde. Bon. Or, comme je venais de vous dire que la région de l'Ukraine, elle est très stratégique, la région de l'Europe centrale est très stratégique. En dehors de cet aspect militaire, sécuritaire, la Russie, sûrement, ne veut pas aussi perdre d'avoir accès à cette région d'Ukraine et surtout à la mer qui est très, très utile pour elle. Donc, si par exemple l'Ukraine n'a pas à l'OTAN, selon la logique russe, eux, ils peuvent avoir des relations justes et aussi avoir des bons contrats. Et d'ailleurs, ils les avaient. Mais par exemple, il y avait Docteur Mathily, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'une telle implication de l'OTAN et de l'Union européenne, lorsque l'on sait que l'Ukraine n'est ni membre de l'OTAN, ni membre de l'Union européenne? L'implication, c'est que c'est quoi? C'est d'abord logique d'un point de vue humain. Quand un plus fort, permettez que je le dise, oui, un plus fort se bat avec un faible, donc il y a d'autres qui viennent comme par solidarité. Mais il faut aussi savoir que l'Ukraine, depuis 2008, c'était à la rencontre de Bucarest, avait demandé à intégrer l'OTAN, ce qui était déjà était contraire aux accords, ce qui devrait déjà ne devrait plus mettre la Russie comme en tranquillité. Donc, l'Ukraine avait demandé d'intégrer l'OTAN et aujourd'hui, nous savons que l'Ukraine a toujours voulu d'être membre, par exemple, de l'Union européenne. Quant en ce qui concerne la Russie, tout ce que nous savons, c'est que la Russie n'est pas contre le fait que l'Ukraine appartienne à l'Union européenne, mais est contre que l'Ukraine soit membre de l'OTAN, puisque selon elle, l'OTAN est une alliance qui est vraiment ennemie. Vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'un plus faible est attaqué par le plus fort, la solidarité des autres États s'impose. Ok, mais nous savons que dans ce monde, ce n'est pas le premier conflit. On peut citer l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Et pourquoi cette diplomatie à double vitesse, de deux poids, deux mesures? Vous voyez, sur beaucoup de points, peut-être que mes compatriotes ici ne seraient pas d'accord avec moi. Je parle des Polonais, ma deuxième patrie. Ils ne seraient sûrement peut-être pas contents de l'entendre. Mais il faut quand même savoir que sur beaucoup de plans, effectivement, il existe deux poids, deux mesures. Et on a vu beaucoup de conflits où et qui existent et qui peut-être n'existent plus, mais il y a beaucoup de conflits. Même au Yémen, il y a encore. Au Yémen, il y a encore. On a encore la situation qui est instable en Syrie. Il y a l'Afghanistan qui reste une bombe à retardement. Il y a la Libye qui est complètement déstabilisée. Aujourd'hui, là, à partir de la Libye, il y a des groupes terroristes qui sortent encore pour aller terroriser des pays africains. Il y a l'Est du Congo, la République démocratique du Congo qui est en pleine guerre, mais on n'a jamais entendu une voix prépondérante, que ce soit des États-Unis d'Amérique ou bien des pays européens qui sont là en train d'intervenir pour
faire éviter ou bien pour venir en aide. Puisque là, nous avons dit, la guerre, elle est là, nous la vivons, les conséquences, on sait ce qui peut-être va arriver. Alors, quelle pourrait être donc l'issue de ce conflit, selon vous? L'issue de ce conflit, bon, d'abord, comme je l'ai toujours dit, je le répète toujours, j'aime cette phrase-là, qu'il y a deux mots qui dirigent le monde. Deux mots dirigent la vie politique, deux mots dirigent tout domaine, même en géopolitique. Il y a la nécessité, le besoin, et l'intérêt. Or, l'intérêt est justement cette tendance-là des sujets, des acteurs politiques, géopolitiques à pouvoir réaliser à satisfaire leurs besoins. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des puissances, des pays qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant belligérants, quoiqu'ils ne sont pas déclarés? Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Nous ne savons pas. Donc, ce qui serait mieux, c'est que au plus vite possible, que cette solidarité-là, au lieu de pousser toujours, d'instiguer à la guerre, qu'on arrête cette guerre en Ukraine par les négociations et qu'on tente de mettre en place un système assez équilibré, pas un système international qui est toujours dépendant d'un nombre très restreint de puissances. Remarquez qu'aujourd'hui, la situation autour de la Russie, mais la Russie est un membre du Conseil de sécurité, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies a été créé pour quelle raison? Pour assurer la stabilité dans le monde, la sécurité dans le monde. Mais ce sont toujours ces cinq-là, grands seulement, qui décident le plus sur les questions du monde. Ce sont eux qui décident qu'il va y avoir guerre dans un coin ou pas. Parce qu'il suffit qu'un seul brandisse son droit de veto, alors il y a la guerre, il y a la décision conçue peut-être par un seul pays, parmi les cinq. Donc, il nous faut arrêter ce système et tenter de s'asseoir, y compris avec la Russie. Il y a certains spécialistes qui pensent qu'il faut obligatoirement faire asseoir ces grandes puissances-là afin qu'ils puissent arriver à trouver une issue. Comment bâtir la paix dans le monde. Et peut-être qu'à partir de cela, de là aussi, on pourra reconstruire l'Ukraine. Récemment, au cours d'un discours, le président Emmanuel Macron parlait de la perte d'influence de l'Occident. Peut-on, et parler aussi également de l'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, certains pays qu'ils avaient sous-estimés et qui de plus en plus ont une force économique qui compte sur l'échiquier mondial. Peut-on, à la suite donc de tout cela, de cette analyse faite par le président Emmanuel Macron, parler d'un nouvel ordre mondial? Oui, mais c'est de cela que je parle quand je parle de pouvoir arrêter cette guerre et de parler et de construire un nouveau système international, donc un nouvel ordre international, un nouvel ordre mondial. Malheureusement, on est obligé de le dire, puisqu'il existe un ordre actuellement qui est basé seulement sur la suprématie de quelques pays ou bien d'un seul pays. Aujourd'hui, là, le pays qui est hégémonique au monde, sont les États-Unis d'Amérique. Donc, moi, je pense que quand les États-Unis d'Amérique, que nous aimons très bien, s'il faut le dire, décident quelque chose et les autres pays sont au pas, les pays d'Europe aussi, et y compris les pays d'Afrique, ainsi de suite. Donc, bien sûr qu'il doit maintenant prendre compte des nouvelles puissances. Économiquement parlant, aujourd'hui, il y a des spécialistes qui disent que la Chine occupe déjà la deuxième place au monde. Mais militairement, ils ne sont pas loin de cela. Ils sont bien armés, ils ont l'arme nucléaire, la Russie a l'arme nucléaire, l'Inde a l'arme nucléaire, le Pakistan a l'arme nucléaire. Donc, vous voyez, ce sont des puissances que jusque-là, on appelait régionales, mais qui ont déjà une très grande influence dans justement la structure prochaine des relations internationales. Remarquez, allez-y, oui, je vous en prie.
remarquez que quand nous parlons d'un point de vue géopolitique, aujourd'hui là, c'est une erreur de penser que la Russie est seule. C'est une grave erreur. Dans le camp qu'on appelle euro-asiatique, il y a au moins trois grandes capitales. Donc, en dehors de Moscou, il y a Pékin, il y a l'Iran, malgré ce rapprochement que nous observons aujourd'hui. Et en plus de cela, nous constatons que la Russie est proche des pays comme le Brésil, hein, l'Inde et aussi l'Afrique du Sud. Donc, sur ce plan, nous voyons il y a cette organisation-là que nous connaissons, BRICS, qui ne joue peut-être pas un très grand rôle, mais remarquez, ils ont même une banque commune. Donc, BRICS, c'est quoi? C'est le Brésil, la Russie, l'Inde, et puis il y a China, hein, le CELA, et puis South Africa, hein, la République sud-africaine. Ils sont là ensemble. Et d'ailleurs, leur influence a pu faire de telle sorte qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle les pays émergents et le G20. Donc, je pense que les grandes puissances ne l'ignorent pas et qu'il y a ce problème-là qu'il faut vraiment résoudre avec sagesse, avec perspicacité, mais pas comme on le fait maintenant là. Alors, docteur, dans tous les cas, nous savons que, comme disent d'ailleurs les juristes, hein, pas d'intérêt, pas d'action. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'ailleurs de l'hégémonie américaine. Et ici, on a l'impression que les intérêts sont ailleurs. Parmi les leviers de cette hégémonie, il y a la suprématie du dollar. Est-ce qu'on peut penser que cette suprématie sera mise en cause? Oui, et cette question rejoint la même question que Loriquet aussi a pensé. De quelle façon l'Occident peut perdre son influence sur le reste du monde, hein? Si seulement cette crise ukrainienne, si seulement cette question avec la Russie n'est pas vite résolue, nous sommes en train d'aller vers un point où le pétrodollar perd sa puissance. Ouais, c'est tellement simple. Il n'y a pas très longtemps, vous avez vu la visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie. Hein, il est passé en Chine, en Inde, ainsi de suite. Mais on était curieux de savoir que entre l'Inde, par exemple, et la Russie, entre l'Inde et la Chine aussi, ils ont déjà leur propre système de transactions qui remplace à peu près la transaction SWIFT qui est en Occident, hein, qui fonctionne aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tout d'un coup, je ne vous dirai pas la date, mais tout le monde a suivi sur tous les médias, Poutine a signé un décret qui dit que maintenant, c'est en rouble qu'il va falloir payer son gaz, son pétrole. Hein. Cela signifie quoi? Et ça a rebondi aussitôt, la Chine veut la même chose, et ils se sont déjà accordés avec l'Inde, ils vont s'échanger dans leur monnaie nationale. L'Arabie saoudite, qui est pourtant toujours là, un allié fidèle des États-Unis d'Amérique, mais en tout cas sur ce plan-là, s'accroche vers ces résolutions nouvelles, hein, vers le rouble. Donc vous voyez, cela va faire de telle sorte que si l'Occident ne fait pas attention, le dollar va perdre sa puissance et chaque pays va commencer à utiliser, à lui-même évaluer sa monnaie. Donc, c'est à partir de la production, peut-être que cela va se passer, mais pas par une créativité à partir de la banque. Ce ne sont plus les finances qui vont décider en tout cas, mais c'est ce que l'on possède. Parce que de façon logique, enfin, entendons-nous, si je possède une marchandise, en réalité, c'est moi qui sais calculer le prix, hein, du travail et qui sais mesurer très bien quelle est la valeur de ce que je possède. Donc, si je le sais, j'évalue et je mets un prix. Donc, quitte qu'aux autres de l'acheter. Maintenant, si leur manque des moyens pour le payer, bon, on établit certains rapports, certaines relations entre nous. Ça, c'est le cas des relations internationales, qu'elles soient économiques ou autres. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'Amérique est en train d'amener soi-même et le monde vers la dérive. Docteur Mathilde, oui. Revenons sur le continent. Nous avons parlé de l'hégémonie américaine, de l'influence européenne qui tend à s'amoindrir.
Il faut dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie fait craindre la flambée des prix, imminente des prix, sur le continent africain qui est déjà aux prises avec la crise du Covid-19. Oui. Entre silence prudent et condamnation, l'Afrique redoute peut-être l'effet papillon et s'inquiète pour la sécurité des dizaines de milliers de ressortissants africains installés en territoire ukrainien. Quelles vont être les répercussions de ce conflit sur l'Afrique? Les répercussions, s'il faut commencer par ce que vous avez parlé, la flambée des prix, effectivement, nous le savons d'un point de vue économique, qu'aujourd'hui, là, si un produit, par exemple, devient rare, à partir de la rareté de ce produit, naît maintenant ce qu'on appelle la spéculation. Même quand nous venions de parler de l'argent, là, si la devise est rare sur le terrain, les spéculations commencent. Ou alors, c'est moi qui possède la devise qui va donner la valeur et l'augmenter. C'est la même chose. Mais nous avons vu que l'Ukraine, par exemple, est grand producteur de blé. Ça, c'est une des choses. La Russie aussi, en beaucoup de cela. Donc, cela entraîne automatiquement des conséquences sur des pays qui vivent de l'importation du blé à partir de l'Ukraine. Mais si eux, ils sont en crise quelque part, s'ils ont des difficultés de s'acheter le blé, et ils vont, par exemple, trouver quelque part là ce produit qui est très rare et l'acheter très cher, et aussitôt, les autres produits aussi vont commencer à devenir chers. Et surtout, on a observé qu'en dehors du blé, il y a par exemple les hydrocarbures. Toutefois que les hydrocarbures deviennent rares ou deviennent chers, aussitôt sur le marché, tous les produits deviennent chers. Donc, vous voyez, aujourd'hui, là, le gaz, le pétrole vont nous créer beaucoup de problèmes. Et l'Afrique, bien sûr, va subir aussi, et est en train de subir. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi aussi France 24, là où on parlait qu'au Kenya, déjà, il y avait une pénurie de l'essence. Hein, et les gens sont en train de la chercher par-ci, par-là. C'est déjà une occasion qu'en Afrique, il y ait aussi une flambée des prix sur le marché, et ça va entraîner beaucoup de conséquences négatives. Toujours pour parler de l'Afrique, au cours du vote du projet de résolution sanctionnant la Russie pour l'invasion de l'Ukraine, seuls 24 pays sur les 54 que compte l'Afrique ont voté positivement pour cette résolution. 8 pays étaient absents, sûrement pour ne pas avoir à voter. Un seul pays, donc l'Érythrée, a voté contre cette résolution et 17 autres se sont abstenus. Non, vous parlez de quelle résolution? La résolution visant à sanctionner la Russie contre l'invasion de l'Ukraine. On analyse ça par les intérêts, Madame Loriquet. Comme je viens de le dire, ce sont les intérêts qui sont toujours les plus importants. Mais comme eux, ils se sont abstenus, bon, mais qui va parler à leur place? Donc, dire à peu près que tel pays a telle relation avec tel autre pays, voilà pourquoi peut-être qu'il s'est abstenu, c'est trop dire déjà. Hein? Parce que comme dans ce monde-là, c'est des stratégies qui sont en train de se mettre en place. Donc, je venais de vous parler, là, quand j'ai parlé de la première théorie géopolitique, mais sur qui compte notre pays? S'il faut dominer sur l'île du monde et que l'Afrique y est aussi, donc vous comprenez que l'Afrique aujourd'hui devient, disons, comme un stade de football. Hein? Donc c'est un terrain à prendre. Et ça signifie que toutes les puissances sont là-bas, toutes les puissances. On y trouve les États-Unis d'Amérique, peut-être qui observent beaucoup plus en donnant la prépondérance à la France. Hein? On trouve l'Iran là-bas, on trouve la Turquie là-bas, on trouve la Chine là-bas, on trouve la Russie aussi.
Donc, Oui, mais docteur Bétuel Mathilly, c'est une question subsidiaire en fait. voilà. Est-ce qu'on ne peut pas non plus interpréter cela par la peur de ces pays qui ne veulent pas prendre réellement leurs responsabilités et qui sont obligés de suivre les autres pour, Oui, en fait, pour échapper soit aux représailles ou... oui, mais ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est quoi? C'est vrai, c'est comme ça, ils ont peur. Mais le deuxième, c'est que c'est bien comprendre les enjeux. Hein. Vers où vont-ils? Vers où ces grands pays-là vont? Vous avez suivi qu'il n'y a pas très longtemps, il y a le Mali qui a ouvertement montré sa position, hein, que le Mali est allié de la Russie. Mais vous savez comment le Mali est en train d'être traité. Il y a la CEDEAO qui a même infligé des sanctions. Hein, il y a la France qui est toujours en train de dire là-bas, il y a, comment on appelle ça, le groupe Wagner. Hein, et que c'est un groupe qui est en train de créer, de provoquer aujourd'hui des exactions. Des exactions, voilà, au niveau du Mali là-bas. Hein, vous avez vu qu'il n'y a pas très longtemps, il y a presque eu une crise entre la Mauritanie et le Mali. Donc, au moins quand on n'est pas encore très sûr, hein, certains préfèrent rester tranquilles. Puisque nous parlons déjà de l'Afrique, nous savons également que ce sont les guerres, la douleur et probablement la violence qui redessinent le monde. Quelle serait donc la bonne stratégie pour l'Afrique, bien entendu, pour s'en tirer le mieux possible de cette crise? D'abord, même quand nous avons parlé sur la flambée des prix, là, bien avant, en ce moment-ci, nous savons qu'il y a quelques pays africains qui vraiment ont besoin du blé, mais pas tout le monde. C'est vrai que partout, même en Afrique subsaharienne, le pain est toujours utilisé. Là-bas, de ce point de vue-là, si les dirigeants de nos pays, des pays africains, pouvaient faire des efforts à profiter de cette situation, ils devaient maintenant investir dans l'agriculture. Ils devraient, là où elle n'est pas mécanisée, ils devraient la mécaniser pour qu'à peu près on ait des substituts. On peut avoir la farine de manioc, la farine, comment on appelle, du maïs, nous avons du riz, nous avons du sorgho, nous avons le manioc, nous avons la patate, nous avons beaucoup de choses qui peuvent bien, disons, être remplacées, hein, qui remplacent le blé, le pain. Hein, on peut le faire. Mais d'un autre point de vue, pendant que la situation est telle, au lieu de pleurnicher et de dire tout va devenir mauvais, qu'il y ait une bonne volonté des pays africains et qu'ils cherchent à créer une unité et commencer à construire ce que nous pouvons appeler les États-Unis d'Afrique. Il ne faudrait pas qu'ils pensent sur les questions des langues. Hein. Aujourd'hui, là, on peut tenir des conférences internationales là où il y a des traductions simultanées. Il ne faudrait pas qu'on commence par un nationalisme primitif. Dire, voilà, bon, toute l'Afrique doit parler la même langue. Pour l'instant, nous parlons la langue des Européens, donc il faut d'abord commencer par la langue. Non, il nous faut commencer, par exemple, par une unité militaire. Hein, la défense d'abord. Ensuite, il nous faut voir comment s'intégrer économiquement. Demander, par exemple, à l'Afrique du Sud, hein, que la SADC ne s'occupe plus pas seulement des pays de l'Afrique du Sud, mais qu'elle aille plus loin, puisque quand nous voyons les organisations que nous savons comme le Népal, qu'est-ce que ces programmes nous ont donné? Il faut maintenant être concret. Donc, qu'ils commencent déjà, et toujours l'unité politique va arriver, là où il faut faire vraiment fonctionner le Parlement africain véritablement, qui est représentatif, et mettre en place un gouvernement continental. Bon, c'est vrai que tous les pays ne vont pas aller au même moment. Un groupe de pays peut commencer. Un groupe de pays peut commencer. Ceux-là qui savent très bien qu'ils ne peuvent plus fonctionner autrement qu'en restant tels qu'ils sont. Et ils commencent. Bon, je fais allusion par exemple là, au Mali. Hein, le Mali peut s'entendre avec la Guinée, avec la République centrafricaine. Il y a l'Éthiopie qui est là-bas, quelle que soit la distance. Hein, ils peuvent s'entendre. Donc, créer déjà l'unité, enfin, les États-Unis d'Afrique, et il y a d'autres pays qui vont s'aligner, le Congo, Brazzaville, la Guinée équatoriale, et ainsi de suite.
hein, en considérant bien sûr la continuité de l'État, M. Perrin. On aurait dire beaucoup de choses à dire sur le Congo-Brazzaville, bon. Mais ici, je le considère comme étant une entité qui existe en Afrique, mais pas dirigée par un groupe de gens que nous savons assez irresponsables. Voilà. Docteur Mati, l'Union européenne a débloqué 450 millions de dollars en 48 heures pour l'Ukraine. A contrario, en Afrique, ce conflit ukrainien vient exacerber la crise alimentaire qui dure déjà depuis plus de 3 ans. La communauté internationale, certes, se mobilise, mais les besoins vont bien au-delà de l'aide alimentaire. Selon David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, PAM, la situation des prochains mois sera bien pire que celle que l'Afrique a traversée lors du printemps arabe au début des années 2010. Peut-on craindre une explosion sociale en Afrique suite à cette crise alimentaire, surtout avec la rareté, comme vous l'avez dit précédemment en répondant à M. Perrin, surtout avec la rareté des produits de première nécessité, à l'exemple de l'huile et du blé? Oui, on peut imaginer une telle situation qu'il y aurait justement peut-être même une déstabilisation à l'intérieur. Bon, elle serait peut-être positive, surtout dans les pays là où il y a des dictateurs, hein, que la société peut-être se soulèverait. Enfin, juste pour rire un peu, mais il faut dire une chose, qu'effectivement l'Afrique, comme je venais de le dire tantôt, n'est pas toujours obligée d'attendre l'aide de l'extérieur. Nous avons eu tellement d'aide, nous avons eu tellement de semblants d'aide, cela ne nous amène à rien. Il faut interpeller nos dirigeants qu'ils mettent en place de bons programmes d'investissement, comme je venais de le dire, dans l'agriculture, pour que rien ne nous manque. Vous savez, aujourd'hui, l'huile de palme, par exemple, est très condamnée dans certains milieux. Mais vous et moi, nous savons que l'huile de palme est presque cette huile-là qui est restée l'huile de base, hein, dans les pays, par exemple, d'Afrique centrale. Donc, on n'a toujours pas vécu de l'huile qui vient du tournesol, qui vient de l'Ukraine. Hein, mais on peut tout faire pour développer cette huile-là sur place aussi. Donc, voilà à peu près. L'Afrique n'a pas où aller. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, il y a eu des grandes vagues d'immigration. Mais ça finit où? Les uns sont morts en chemin. Aujourd'hui, là, surtout au temps de la guerre, les Africains ne vont plus fuir quelque part puisque la crise va être mondiale. Il s'agit de se concentrer sur soi, nous-mêmes de s'occuper de soi et de ne pas attendre l'aide de l'extérieur. Puisque cette aide-là, en tout cas, vous voyez sur tous les plans, il y a toujours 2 poids, 2 mesures. Mais en dehors de cela aussi, je sais que les Européens veulent dire, mais il y a eu quelquefois l'aide chez vous, mais ce sont vos propres citoyens qui l'a détournée. C'est un fait. Mais ce sont eux qui soutiennent les dictateurs, qui ne donnent pas la transparence, qui ne mettent pas l'équité dans la vie sociale et politique. Si tout était correct, il y a beaucoup de choses qui se seraient déjà résolues. Voilà. On va parler du volet humanitaire de cette crise, mais en se focalisant bien entendu sur l'Afrique, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, que sont donc devenus ces migrants africains qui étaient, j'allais dire, parqués, sinon coincés, dans le froid d'ailleurs, dans les forêts, hein, en plus, dans les frontières entre la Biélorussie et la Pologne. Oui. Que sont-ils devenus? On n'en parle plus, même dans les médias, on ne fait plus cas de ce sujet. Vous savez que même en Europe, il n'y a pas eu une crise qui a été plus médiatisée que celle qui est maintenant là, en Europe, hein, la crise qui est entre la Russie et l'Ukraine. Il y a eu justement ces cas de ces migrants-là qui sont en train là, de se promener les uns dans la forêt, parmi lesquels il y a des Africains aussi là-bas. Mais quand les médias ne nous disent rien absolument, mais on n'a rien à faire, on ne sait pas. Et il y a eu des informations qui disaient que certains étaient repartis, mais ils étaient une grande masse.
Vous avez vu qu'au moment où on recevait ici les réfugiés qui venaient de l'Ukraine, il y a eu un jour, hein, il y a encore des images quelque part, où on a montré tout un flot d'Africains aussi qui étaient au niveau de la frontière, et on disait que c'était des migrants qui venaient de la Biélorussie qui avaient pour mission de nous déstabiliser ici. Mais après, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On en parle. Mais moi, je souhaiterais rebondir sur la question posée par M. Perrin. C'est vrai que nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Oui. Cette question, à mon avis, est très importante et beaucoup de nos internautes et de nos téléspectateurs s'interrogent à ce sujet. On a vu aussi des images très fortes d'Africains qui étaient tabassés, enfermés et interdits de monter dans les trains aux frontières de l'Ukraine et des autres pays scandinaves frontaliers à l'Ukraine. Monsieur Mathily, comment peut-on interpréter l'attitude des pays européens qui rejettent les Africains, qui en plus d'avoir donc, comme je l'ai dit, été malmenés aux frontières, ont souffert des mêmes conditions que les Ukrainiens fuyant la guerre et qui aujourd'hui ne sont pas considérés comme des victimes de guerre? Voilà. Faut-il voir là un réflexe de race? Ah oui, c'est clair. Ce que nous venons de dire, 2 poids 2 mesures. Ça, on ne peut pas chercher à cacher les mots. Vous avez vu, il ne s'agit pas seulement même des Africains. Vous avez vu le grand cas là où il y avait beaucoup d'Afghans, de Syriens, d'Irakiens. On ne les laissait pas aussi entrer, traverser. Donc, vous voyez, c'est la même chose. C'est toujours une façon de penser que quand on a affaire aux autres, ils ne sont pas semblables à nous, alors il faut les bloquer. Mais ça, c'est un appel qu'il faut lancer à tout le monde, qu'on traite tout le monde de façon égale. Je sais que pendant cette crise-là, il y a des réfugiés qui sont venus en Pologne, oui. Je sais qu'il y a des Africains qui ont été reçus ici. Je sais que même moi-même, je suis intervenu et qu'il y a eu des églises qui ont reçu même des citoyens du Congo. Ici, il y a des organisations non gouvernementales qui ont reçu, ceux qui ont déjà eu la chance de traverser, mais c'est des grands efforts qu'il faut faire. Il faut toujours interpeller, ne fût-ce que ce petit nombre d'Européens qui comprennent ce problème-là pour interpeller les autres et comprendre que ces problèmes de migration-là est un problème qui est universel et que nous devons nous traiter ensemble comme étant des humains et personne n'a plus de droit que l'autre. Merci Dr Mathily, merci Christian. Merci beaucoup. Téléspectateurs, nous sommes arrivés, vous l'avez compris, au terme de cette émission. Nous avons reçu sur ce plateau le docteur Bethuel Mathily, qui est professeur en sciences politiques et en géopolitique à l'université Jean Długos en Pologne. Merci Monsieur Mathily. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. À bientôt. Bientôt, merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.